Waouh, les petits angoissés. Alors aujourd'hui, on va partir dans un aquarium. Ce ne sera pas celui auquel vous pensez. Je vous laisse découvrir l'histoire. Nous sommes à Paris pendant l'hiver 1954. Deux gardiens de la santé échangent quelques commentaires, après avoir apporté son repas au détenu 2310 en internement préventif dans le quartier des mineurs. Il en a un appétit celui-là. Dame, il a 15 ans. N'empêche qu'on l'a nourri aux frais du contribuable. Engraissé du gibier de potence. Tu sais ce qu'il a fait, toi? Il a tué un petit vieux qui promenait son chien. Pour lui prendre son fric? Même pas, sans raison. C'est ce qu'on dit. Alors il est dingue. Non? Sans quoi il serait pas chez nous. Il a le mal dans le sang, voilà. La graine de guillotine, je te dis. Graine de guillotine, gibier de potence. Georges Garnier, 15 ans, n'a cessé d'entendre ce genre d'expression dans la bouche des policiers depuis son arrestation. Et après tout, cela semble mérité. C'est vrai. Comme l'a dit le gardien, il a tué sans raison un retraité qui sortait son chien. Et c'est tout aussi vrai qu'il n'est pas fou. Le psychiatre qui l'a examiné l'a déclaré parfaitement sain d'esprit. Alors qu'est-ce qui a pris à ce gamin parisien de 15 ans? A-t-il vraiment le mal dans le sang? La seule manière de le savoir est de connaître son histoire. Raymond Garnier a de la chance dans son malheur. C'est en tout cas ce que lui disent les locataires de cet immeuble bourgeois de la rue de la Bienfaisance, dans le 8e arrondissement. Raymonde est veuve de guerre, avec 2 enfants à charge. Et c'est à ce titre qu'elle a obtenu son poste de concierge. Mais si le malheur de Raymond Garnier est incontestable, sa chance est moins évidente. Est-ce que la perte de son mari a été compensée par son emploi de concierge? À cette question, le petit Georges Garnier répond sans hésitation « non ». Il n'a pas connu son père. Il n'avait que quelques mois quand celui-ci est parti à la guerre en 1939. Il a été fait prisonnier et il est mort en captivité. De ses premières années d'existence, Georges Garnier ne garde qu'un souvenir confus. L'exode l'a conduit avec sa mère à Saint-Étienne. Il se rappelle vaguement une ville triste et froide. C'est là que lui est venu un petit frère. De qui était-il? Il ne l'a jamais su. Il ne se souvient pas d'un homme habitant avec eux et sa mère ne lui a rien dit. Toujours est-il qu'à la Libération, Raymond Garnier et ses 2 fils rentrent à Paris. Elle végète quelque temps avec eux et quand, au milieu de l'année 1945, elle est informée officiellement du décès de son mari, elle se voit attribuer cette loge de concierge. Georges a 6 ans et il découvre la chance qui est la sienne. Si l'immeuble est bourgeois, bâti en pierre de taille, avec tapis rouge dans l'escalier, la loge n'est qu'un réduit. Une seule pièce de 4 mètres sur 4, avec un cabinet de toilette. Les WC proprement dit sont dans la cour et il faut la traverser entièrement pour s'y rendre. Ils sont 4 à vivre dans la loge. Raymond, 41 ans à l'époque, un nouveau venu, son amant Sylvestre, âgé de 20 ans de moins qu'elle, qui serait, selon lui, un des responsables de la résistance parisienne. Le jeune frère de Georges, prénommé Joël, à présent âgé de 4 ans, qui se révèle en prenant de l'âge, handicapé mental, et Georges lui-même. Si dans la journée, tout se passe à peu près convenablement, la nuit, la cohabitation dans la loge est un enfer. Après le dîner, il faut pousser la table, la mettre debout contre un mur et sortir les lits ou ce qui en tient lieu. Un matelas à 2 places, roulé pendant la journée, pour Raymond et son jeune amant. Les lits de camp pliables pour les garçons. Les conditions quasi bestiales de cette promiscuité ne sont pourtant pas ce qu'il y a de plus insupportable. Il y a pire. La loge, comme toutes les autres, est fermée par une porte-fenêtre et le règlement de la copropriété stipule que son rideau doit être ouvert nuit et jour pour permettre de surveiller les allées et venues des locataires. Dans la pratique, cela signifie que ces mêmes locataires peuvent plonger leur regard à tout instant dans la pièce. Raymond et les siens sont comme des animaux dans un zoo, des poissons dans un aquarium. C'est dans ces conditions que grandit le petit Georges. À l'école communale de son quartier, il n'est pas bon élève. Ses devoirs, en particulier, sont des plus médiocres. Il faut dire qu'à la maison, il n'est pas dans les conditions idéales pour les faire. Il traîne beaucoup dans les rues, aussi, il fait partie d'une bande de gamins qui s'amusent sur le trottoir. Raymond le lui reproche. « Pourquoi est-ce que tu es toujours dehors? Des locataires me l'ont encore fait remarquer. » Georges hausse les épaules et ne répond pas. Il n'ose pas dire qu'il reste dehors parce que habiter dans la loge le dégoûte et surtout lui fait honte. Oui,
il meurt de honte de coucher tous les soirs dans ce qu'il n'appelle plus que l'aquarium. Automne 1954. Georges Garnier a 15 ans, il vient de rentrer en classe pour ce qui doit être normalement sa dernière année. Il a raté son certificat d'études l'année précédente, mais cette fois, il espère bien l'avoir. Après, il ne sait pas ce qu'il fera. Il voudrait entrer en apprentissage quelque part et surtout être logé sur place. N'importe quoi lui conviendrait, même un taudis, même un placard, pourvu qu'il y ait une vraie porte. À ce moment-là, il se sentira enfin comme tout le monde, il pourra vivre. Mais en attendant, il a une année entière à tenir et les conditions de vie dans l'aquarium ne se sont pas arrangées. Loin de là. Raymond Garnier a maintenant 50 ans. Sylvestre est toujours à ses côtés. À 30 ans, il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. Non seulement ses exploits dans la résistance étaient imaginaires, mais il s'est révélé être comme un alcoolique notoire. Il vit au crochet de Raymonde, ce qui n'empêche pas cette dernière de lui conserver toute sa tendresse. Faut-il préciser que Georges ne nourrit pas les mêmes sentiments à l'égard de celui qui, dans le foyer, tient la place du père ? Raymond Garnier manifeste également beaucoup d'affection pour son petit dernier, Joël, sans doute à cause de son état de santé. Il n'est décidément pas normal. Joël est débile léger. Il a bien plus de mal à suivre en classe que Georges lui-même. Et il a des crises de somnambulisme, ce qui donne le charme supplémentaire qu'on imagine aux nuits dans l'aquarium. Toutes ces épreuves accumulées finissent par rendre la vie totalement insupportable au jeune Georges. Il n'en peut plus et sa scolarité s'en ressent. Ses résultats sont médiocres. Ce qui le contrarie plus encore. Il voit s'envoler la perspective du certificat d'études et de fuir l'enfer familial. Alors, il devient amer, puis violent. Il devient délinquant. Aussi, même si, par chance pour lui, il ne s'est pas fait prendre. Il va voler dans les caves des locataires, ce n'est pas pour le butin, car il va jeter le produit de ses larcins dans les poubelles de la rue d'à côté. Non, c'est de l'immeuble qu'il se venge, de l'immeuble qui lui impose la honteuse promiscuité de l'aquarium. Il essaie d'en parler à sa mère, de la faire réagir, mais Raymonde, qui, en plus de sa tâche de concierge, multiplie les ménages pour faire vivre son compagnon et ses 2 fils, est une femme fatiguée, résignée et soumise. « Mais enfin, maman, tu ne peux pas accepter une vie pareille. Nous avons un toit et de quoi manger. Pense à tous ces malheureux qui meurent de froid et de faim dans la rue. Tu peux supporter cet aquarium où les gens nous regardent comme des bêtes ? Tais-toi, je ne veux plus entendre prononcer ce mot-là. » Mais Georges Garnier ne cesse de le prononcer, ce mot. L'aquarium est son obsession, son cauchemar. Il est de plus en plus amer, presque méchant. Il refuse de renseigner les visiteurs quand sa mère est dans les escaliers. Il répond avec insolence aux habitants de l'immeuble, et puis, brusquement, il n'y tient plus, il franchit le pas. Un soir, alors qu'on procède à la cérémonie quotidienne de la mise en place des lits, il s'empare de 2 grands morceaux de nappe en papier qu'il avait préparés et les colle sur les carreaux de la porte. Sa mère se précipite affolée. « Tu es fou ? Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ferme l'aquarium, j'en ai marre qu'on soit des poissons. » Raymond Garnier appelle son concubin à la rescousse, mais Sylvestre s'est allongé sur le matelas pour cuver son vin. Elle se retourne vers la porte-fenêtre et contemple le grand rectangle blanc, là où n'était visible jusqu'ici qu'un trou noir, où on pouvait imaginer des paires d'yeux invisibles braqués vers la loge. Elle n'a jamais su faire preuve d'autorité. Elle se contente de pousser un soupir. « Quand même, tu as tort. Que va dire le gérant ?» Le gérant, il est là le lendemain matin à 8 heures. Il habite l'immeuble et il a été prévenu par un locataire rentré la nuit. De l'incroyable audace des concierges. Il fait irruption dans la loge, rouge de colère. « Qu'est-ce que c'est que ce papier sur les vitres ?» Raymond bégaye de confusion. « C'était juste pour la nuit. Je l'ai enlevé quand je me suis levé à 6 heures. Vous voyez, il n'y est plus. » La nuit, justement, vous devez surveiller les allées et venues suspectes. C'est écrit en toutes lettres dans votre contrat. Je sais, mais... Mais quoi ? De quel droit avez-vous pris cette initiative ? Ce n'est pas moi, c'est mon fils Georges. En entendant ce nom, le gérant a un sourire mauvais. Cela ne m'étonne pas. Parlons-en de celui-là. Des locataires se sont plaints. Il leur a répondu avec impolitesse. Et puis, il y a ces vols dans les caves. Je suis navré de vous le dire, Madame Garnier, mais une pétition circule dans l'immeuble. Après ce qui s'est passé cette nuit, je vais donner suite. Je vais demander votre expulsion. Raymond Garnier se décompose. Elle porte les mains à son visage. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vais parler à mon fils, et il ne recommencera plus, je vous le jure. Le gérant ne répond rien, et se contente de marmonner quelques paroles indistinctes, et il quitte la loge. Ce jour-là, Georges Garnier ne rentre que tard le soir,
alors que la famille est en train de dîner. Et dès qu'il arrive, pour la première fois de sa vie, sa mère hausse le ton. Elle est même hors d'elle. La menace d'une expulsion est trop grave. « Tu es un bon à rien, un voyou. À cause de toi, nous allons tous nous retrouver à la rue. » Et les reproches succèdent aux injures. C'est un véritable torrent, un déluge. Raymond Garnier crie, se déchaîne. Elle déverse contre son fils tout ce que la vie a accumulé en elle de rancœur. Georges ne répond rien. Il claque la porte vitrée responsable de tout, et s'en va. En se retournant, il voit sa mère en train de sangloter, accoudée à la table. Il la voit comme pourrait la voir n'importe quel locataire arrivant à ce moment-là. Il la voit dans l'aquarium, étalant aux yeux de tous son désespoir et sa misère. Georges Garnier marche longtemps dans les rues de Paris. Il va au hasard, ruminant ses idées de vengeance, jusqu'à ce que ses pas le ramènent devant chez lui. Il est rempli de haine. Pas contre sa mère, c'est une victime comme lui-même. Non, c'est cet immeuble qui lui fait face, qu'il hait. Cet immeuble bourgeois, cossu, ventru, qui cache dans sa panse un réduit où des êtres humains sont entassés comme des bêtes et livrés au regard comme des poissons dans un aquarium. C'en est trop pour Georges. Il faut qu'il fasse quelque chose, n'importe quoi, sinon il va exploser. Il voit alors la porte d'entrée s'ouvrir et une silhouette s'encadrer dans la porte cochère. C'est Monsieur Lépreux, le retraité du 2e, qui sort avec son chien. Comme il le dira plus tard au policier, puis au juge pour enfants, Georges Garnier ne sait pas ce qui s'empare de lui à cet instant. Il se précipite les mains en avant, il se jette sur le cou du vieil homme, serre de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il tombe par terre et s'enfuit en courant dans la nuit. L'alerte est donnée rapidement par un passant. La police quadrille le quartier et finit par retrouver l'adolescent qui errait dans la salle de pas perdu de la gare Saint-Lazare. Il ne fait aucune difficulté pour avouer et, après que le psychiatre l'eut reconnu responsable, il est enfermé dans le quartier des mineurs de la santé. Telle est l'histoire de Georges Garnier, meurtrier à 15 ans, que la cour d'assises pour mineurs de la Seine a condamné à 10 ans de prison. Chacun peut à présent juger s'il était bien un gibier de potence, une graine de guillotine. La vie, en tout cas, a apporté une réponse. Jamais par la suite, on n'a reparlé de lui dans la rubrique des faits divers. Il semble qu'après avoir purgé sa peine, il ait mené une vie honnête, une vie comme tout le monde. C'est qu'en prison, Georges Garnier, contrairement aux autres, a dû trouver des raisons d'espérer, puiser des forces nécessaires pour s'en sortir, car en prison, les portes ont bien un Judas, mais elles ne sont pas vitrées, et une cellule, c'est infiniment plus digne qu'un aquarium. Alors, mes petits angoissés, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que Georges était un malade mental, un fou, une graine de guillotine, comme on a dit? Moi, je pense que ce jeune était désespéré. Enfin, vous vous mettez à sa place, ça existait, ça, vraiment? Des loges où on pouvait voir les gens comme ça, comme des bêtes? Maintenant, Georges, lui, devait vraiment ressentir ce que ressentent les animaux aux zoos. Être regardé comme ça par tout le monde et n'importe qui, à n'importe quelle heure, ne même pas pouvoir dormir tranquille et être comme un poisson dans un aquarium, on peut le comprendre, même si on ne comprend pas son geste d'avoir tué ce monsieur qui n'y était pour rien, mais qui peut-être lui aussi l'observait de temps à autre. Il a jeté sa haine sur ce monsieur comme il l'aurait jeté sur n'importe qui. Moi, je pense que Georges n'était pas fou, juste désespéré. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, à bientôt mes petits angoissés!